Au cœur du XIIe siècle, des profondeurs de l'ancestrale forêt de Brécilian, devenue dans l'imaginaire collectif la mythique forêt de Brocéliande, et aujourd'hui connue sous le nom de forêt de Paimpont, en Bretagne, surgit une figure aussi insaisissable que fulgurante, Éon de l'Étoile. La légende le dépeint comme un prophète illuminé, un brigand charismatique brandissant un bâton fourchu, se proclamant le Fils de Dieu, le juge des vivants et des morts. Son nom, murmuré avec un mélange de crainte et de vénération, devint synonyme de révolte contre les puissants, de redistribution des richesses et de miracles étranges. Il organisait des banquets fastueux qui s'évanouissaient au lever du jour, semblait posséder le don d'ubiquité et menait une armée de déshérités au pillage des abbayes et des châteaux. Son histoire, telle qu'elle a traversé les siècles, s'est inextricablement mêlée aux brumes et aux enchantements de la forêt arthurienne. Pourtant, derrière le mythe se cache un homme, un personnage historique dont l'épopée, bien que brève, révèle les fractures profondes de la société médiévale. Qui était véritablement Éon de l'Étoile? Un simple fou, comme ses juges ont voulu le croire, un bandit opportuniste profitant du chaos de son temps, ou le leader d'un authentique mouvement de contestation sociale et religieuse, un messie pour les opprimés? Cette vidéo se propose de mener une enquête historique rigoureuse afin de déconstruire cette légende fascinante, en analysant de manière critique les sources, exclusivement rédigées par ses adversaires cléricaux, et en le replaçant dans le contexte tumultueux de la Bretagne du XIIe siècle. Il s'agira de dissocier l'homme de son fantôme et de comprendre comment un ermite breton a pu défier l'Église et les seigneurs. L'émergence d'un personnage comme Éon de l'Étoile n'est pas un accident de l'histoire. Elle est le symptôme d'une époque de profonds bouleversements où les tensions religieuses, les crises sociales et les angoisses eschatologiques ont convergé pour créer un environnement propice à l'éclosion de mouvements prophétiques et contestataires. Pour comprendre Éon, il faut d'abord sonder le terreau sur lequel sa révolte a germé, la Bretagne du XIIe siècle. Une église en crise, secouée par la réforme grégorienne qui visait à affirmer la suprématie pontificale et à standardiser la liturgie, se heurta violemment aux traditions ecclésiastiques profondément enracinées en Bretagne. La lutte contre le mariage des prêtres et le trafic des charges ecclésiastiques fut perçue comme une ingérence autoritaire de Rome, créant un vide de légitimité spirituelle. Le peuple, méfiant envers une hiérarchie perçue comme étrangère et corrompue, devint plus réceptif à des figures charismatiques alternatives. Ces nouveaux prédicateurs, souvent issus des marges de l'institution, semblaient incarner une forme de pureté religieuse plus authentique. Éon n'est donc pas apparu ex nihilo, il a capitalisé sur une crise de confiance préexistante envers une église institutionnelle en pleine mutation forcée. En réaction au luxe et à la puissance temporelle croissante de l'Église, un puissant courant spirituel traversa l'Europe, l'érémitisme. Des hommes et des femmes, en quête d'une vie apostolique fondée sur la pauvreté et la prière, se retiraient dans des lieux isolés, des déserts de l'Occident. La vaste et profonde forêt de Brécilian était l'un de ces espaces sauvages, propices à ce retrait du monde. Ces ermites, parfois appelés prédicateurs errants, n'étaient pas toujours des solitaires. Leur ascèse et leur charisme attiraient des disciples, formant de petites communautés en marge de la société. Ils scandalisaient souvent les autorités ecclésiastiques par leur refus des cadres traditionnels et leur critique virulente de la hiérarchie. Loin du contrôle doctrinal des évêques, la forêt devenait un laboratoire où la dissidence pouvait germer. La solitude, l'interprétation personnelle des Écritures et une conviction mystique intense pouvaient facilement faire basculer un ermite orthodoxe vers des positions hétérodoxes. La forêt de Brécilian était un environnement idéal pour que des figures comme Éon puissent transformer leur quête spirituelle personnelle en un mouvement de contestation publique. Le succès foudroyant d'Éon de l'Étoile s'explique aussi par la convergence de cette crise spirituelle avec une profonde crise matérielle. Les années 1140 furent marquées par des catastrophes. Des hivers rudes entraînèrent famine et épidémies, décimant les populations rurales. La misère et la mort étaient le lot quotidien d'un peuple pour qui la fin des temps était une possibilité imminente. C'est dans ce climat d'attente et d'effroi qu'en 1145, une comète traversa le ciel d'Europe. Pour les mentalités médiévales, un tel présage ne pouvait être qu'un signe divin, annonciateur de grands bouleversements. C'est très probablement ce phénomène cosmique qui valut à Éon son surnom de l'Étoile et qui conféra à son message une autorité prophétique irrésistible. Le génie d'Éon fut de savoir synthétiser ces trois crises distinctes, spirituelle, sociale et cosmique.
Un peuple affamé, trahi par son clergé et terrifié par les signes célestes, il offrit une explication unifiée et une solution radicale, la fin de l'ordre ancien et l'avènement d'un nouveau monde dont il était le Messie. Nourri par ce terreau fertile, Éon de l'Étoile passa en quelques années du statut d'ermite anonyme à celui de leader d'un vaste mouvement qui ébranla la Bretagne. Sa carrière, de 1140 à 1148, fut celle d'une ascension fulgurante, marquée par une révélation messianique, la création d'une contre-société et une guerre ouverte contre les puissants. Les origines précises d'Éon restent nimbées de mystère, mais les chroniques s'accordent sur plusieurs points. Il était breton, natif du pays de l'Oudéac et issu d'une famille de la petite noblesse. Les autorités ecclésiastiques le décrivent comme un presque laïc et un illettré, suggérant qu'il ne possédait pas la formation théologique formelle des clercs de son temps. Sa quête spirituelle le mena à une vie d'ermite dans la forêt de Brécilien, où il s'installa probablement dans un prieuré abandonné. C'est dans la solitude de cet ermitage qu'eut lieu l'événement fondateur de son mouvement. Selon une anecdote, Éon aurait eu une révélation en entendant une formule de la liturgie latine. Pereum qui venturus est judicare vivos et mortuos, ce qui signifie « par celui qui viendra juger les vivants et les morts ». Dans la prononciation médiévale, le mot latin « eum » résonnait comme « éon ». Il interpréta cette homophonie comme un signe divin, une désignation personnelle. Il n'était plus un simple ermite, il était celui par qui le jugement devait s'accomplir. Fort de cette certitude, Éon sortit de sa retraite et commença à prêcher. Son charisme et la radicalité de son message attirèrent rapidement à lui une foule de disciples. Il ne se contenta pas de prêcher. Il organisa sa communauté comme une véritable contre-église, une structure alternative destinée à remplacer l'institution corrompue qu'il dénonçait. Se proclamant grand prêtre, il sacra ses propres évêques et archevêques et établit une hiérarchie symbolique en nommant ses principaux lieutenants avec des noms allégoriques, tels que sagesse, science et jugement. Cette démarche n'était pas seulement une parodie de la hiérarchie ecclésiastique, elle constituait une révolution symbolique profonde. En conférant de tels titres, Éon redéfinissait les sources de l'autorité. Le pouvoir spirituel ne découlait plus de l'ordination épiscopale, mais de vertus spirituelles incarnées, directement conférées par le nouveau Messie. Ces fidèles étaient principalement issus des couches les plus défavorisées de la société, des déracinés, des marginaux, des serfs et des paysans écrasés par les impôts et les famines, pour qui Éon représentait un espoir de salut spirituel et de vengeance sociale. Le mouvement, parti de Bretagne, connut une expansion remarquable, ses adeptes, les éonites, se répandant jusqu'en Gascogne. La doctrine d'Éon ne se limitait pas à une refondation spirituelle, elle impliquait une transformation radicale de l'ordre social et matériel. Pendant près de 8 ans, de 1140 à 1148, les éonites menèrent une campagne de pillage systématique contre les symboles de la richesse et du pouvoir, les églises, les monastères et les châteaux. Un immense butin fut accumulé au prieuré du Moinet, leur quartier général. Certains ont vu en Éon un précurseur du communisme ou une sorte de Robin des Bois breton, car il ciblait exclusivement les riches et redistribuait une partie de ses trésors à ses compagnons et aux pauvres. Cependant, ces actions n'étaient probablement pas de simples actes de banditisme, mais des gestes théologiquement justifiés. Du point de vue millénariste d'Éon, les richesses détenues par une église et une noblesse jugée corrompue étaient illégitimes, un vol fait à Dieu et à son peuple. En tant que juge des vivants et des morts, Éon ne volait pas, il procédait à une expropriation eschatologique. Il exécutait une sentence divine en reprenant ce qui avait été injustement accumulé pour le restituer selon la justice du royaume à venir. Cette théologie de l'expropriation transformait des brigands en agents de la justice divine, expliquant la ferveur, la loyauté et l'absence de remords qui animaient ses troupes. L'histoire d'Éon de l'Étoile est un cas d'école de la difficulté pour l'historien de saisir la réalité d'un mouvement dissident médiéval, car aucune de ses paroles ne nous est parvenue. Notre connaissance de sa vie et de sa doctrine est entièrement filtrée par les écrits de ses ennemis, les clercs, les moines et les évêques, qui le considéraient comme un suppôt de Satan. Pour approcher la vérité historique, il est donc crucial de mener une analyse critique de ces sources. Les sources médiévales relatives à Éon peuvent être classées en 2 grandes catégories. La première catégorie regroupe les textes rédigés entre 1145 et 1195 par des auteurs contemporains ou proches des événements.
Parmi eux, on trouve des mentions brèves, mais factuelles chez l'archevêque de Rouen, Hugues d'Amiens, l'abbé du Mont-Saint-Michel, Robert de Torigny, ou encore l'évêque et historien allemand Otton de Freising. La seconde catégorie est dominée par des auteurs de la fin du XIIe et du début du XIIIe siècle, qui reprennent souvent les informations antérieures en les amplifiant. Au sein de ce groupe, un chroniqueur se détache par l'ampleur et l'originalité de son récit, l'anglais Guillaume de Newburgh. Otton de Freising, oncle de l'empereur Frédéric Barberousse, présente Éon comme un presque laïc et rapporte l'anecdote du bâton fourchu, un instrument au pouvoir prétendument magique. Selon Otton, Éon affirmait pouvoir dicter ses volontés à Dieu. En pointant une branche du bâton vers le ciel, il laissait un tiers du monde à Dieu. En pointant les deux autres vers la terre, il s'en réservait les deux tiers. Pour Otton, dont l'œuvre vise à célébrer l'ordre impérial et ecclésiastique, Éon est l'exemple parfait de l'extravagance et du chaos social que l'hérésie engendre. Si Otton de Freising nous a transmis les faits les plus saillants, c'est à Guillaume de Newburgh que l'on doit la véritable naissance de la légende d'Éon. Son récit, rédigé un demi-siècle après les événements, est de loin le plus long, le plus détaillé, mais aussi le plus fabuleux. C'est lui qui ancre solidement l'image d'un Éon vivant reclus au fond des bois avec sa troupe, amassant des trésors inouïs. Il ajoute des détails spectaculaires, magiques et occultes. Éon organisait des banquets somptueux qui se révélaient être de pures illusions diaboliques. Et il lui attribue un don d'ubiquité. Le récit de Guillaume de Newburgh n'est pas un simple compte-rendu historique. C'est la construction délibérée d'un archétype de l'hérétique. À une époque où l'Église commence à systématiser sa lutte contre les dissidences, il utilise la figure d'Éon pour brosser le portrait robot du parfait suppôt de Satan. Ce portrait combine tous les stéréotypes de la polémique anti-hérétique, l'orgueil démesuré, la fausse piété, la luxure et la gourmandise, l'enrichissement illicite et l'usage de la magie. En transformant un rebelle social et religieux en un personnage de conte moral, Guillaume de Newburgh a créé un outil de propagande d'une redoutable efficacité. Son histoire a durablement façonné la mémoire d'Éon, éclipsant la complexité de la figure historique au profit d'une légende noire. Après 8 années d'une épopée qui le vit défier les autorités, le destin d'Éon de l'Étoile bascula en 1148. Sa renommée était devenue telle que son cas fut porté devant la plus haute instance de la chrétienté de l'époque. Un grand concile œcuménique réuni dans la ville de Reims, en présence du pape Eugène III. Le concile, ouvert le 21 mars 1148, réunissait plus de 400 évêques, abbés et maîtres venus de toute l'Europe. Son objectif principal était de poursuivre l'œuvre de la réforme grégoriane et de statuer sur plusieurs cas d'hérésie. Éon, finalement capturé, y fut amené, possiblement par son adversaire, l'évêque réformateur Jean de Châtillon. Son procès se déroula en parallèle de celui d'une autre figure accusée d'hérésie, mais d'une toute autre envergure intellectuelle, Gilbert de la Porrée, évêque de Poitiers. La comparaison entre le traitement des deux hommes est révélatrice. Le cas d'Éon, considéré comme moins complexe, fut expédié rapidement. Présenté devant la docte assemblée, il aurait, selon la tradition, réaffirmé avec aplomb être le Fils de Dieu, le juge des vivants et des morts, en brandissant son fameux bâton fourchu. Loin de terroriser les prélats, cette démonstration aurait, je cite, « déridé la docte assemblée », scellant son destin en le faisant passer pour un fou excentrique plutôt que pour un théologien hérétique digne d'un débat. Face à un tel personnage, le concile prit une décision surprenante. Au lieu de le condamner au bûcher, la peine alors réservée aux hérétiques obstinés, les pères conciliaires le déclarèrent fou. Il fut condamné à la prison à perpétuité et confié à la garde de l'archevêque de Reims. Il fut ensuite enfermé soit dans une prison de la ville, soit à la prestigieuse abbaye de Saint-Denis, où il mourut peu de temps après, en 1150. La noblesse de ses origines a pu jouer un rôle dans cette sentence relativement clémente. Cependant, ce verdict relevait moins de la clémence que d'une stratégie politique et théologique d'une grande habileté. Condamner Éon comme hérétique aurait signifié prendre ses idées au sérieux, leur conférer le statut de menace doctrinale, et surtout risquer d'en faire un martyr aux yeux de ses nombreux partisans. En le déclarant fou, l'Église le ridiculisait, détruisait son charisme de prophète et le privait de l'aura du martyr. C'était une manière efficace de décapiter le mouvement en discréditant son chef. Si le leader fut épargné par le feu, ses disciples ne bénéficièrent pas de la même mansuétude. Ceux qui furent capturés et refusèrent d'abjurer leur foi en leur maître furent condamnés sans pitié au bûcher. Leur fidélité inébranlable jusqu'à la mort témoigne de l'extraordinaire emprise qu'Éon exerçait sur eux. Malgré cette répression brutale, le mouvement ne s'éteignit pas avec la mort de son fondateur.
l'hérésie éoniste survécut de manière souterraine pendant près de 2 siècles. Des disciples réussirent à fuir, propageant les idées de leur maître jusqu'en Gascogne, en Espagne et en Italie. L'influence de ce mouvement breton fut telle qu'au début du XIVe siècle, un prédicateur millénariste italien, Fra Dolcino, qui prônait également la communauté des biens et la lutte armée contre l'Église, fut considéré par certains comme un continuateur de l'hérésie éoniste. La flamme allumée par l'ermite de Brocéliande mit ainsi longtemps à s'éteindre. La mort d'Éon de l'Étoile, en prison, aurait dû signer la fin de son histoire. Pourtant, une seconde vie bien plus durable l'attendait. Oublié des grandes chroniques de l'histoire ecclésiastique, son souvenir a survécu dans la mémoire locale où il a subi une profonde métamorphose. Dépouillé de son contexte historique et religieux, l'hérétique du XIIe siècle est devenu une figure légendaire, un sorcier dont le fantôme hante les bois et les hameaux de la forêt de Brocéliande. Cette transformation n'a été possible que par un glissement sémantique et géographique majeur. La forêt de Brécilian, massif forestier réel où Éon et ses disciples avaient trouvé refuge, a été progressivement identifiée à partir du XIXe siècle à la forêt mythique de Brocéliande. Un acteur clé de cette métamorphose folklorique fut l'abbé Pierre-Paul Guillotin, recteur de Concoret, un village au cœur de la forêt. Dans un manuscrit rédigé à la fin du XVIIIe siècle, il consigna les traditions et histoires locales de sa paroisse. Sous sa plume, l'hérétique devient une figure de sorcier, un magicien lié à des lieux précis comme le prieuré du Moinet. La réputation de Concoret comme village de sorciers a favorisé cette intégration. Des légendes locales évoquent des livres de sorcellerie ayant appartenu aux disciples d'Éon qui auraient été jetés dans un puits. Éon lui-même est parfois présenté comme le maître sorcier de la région. Aujourd'hui encore, la mémoire d'Éon de l'Étoile est inscrite dans le paysage de Brocéliande. Plusieurs lieux portent son nom ou lui sont associés, formant une sorte de géographie sacrée de son souvenir. Le plus célèbre est sans doute le chêne à Guillotin, un chêne millénaire situé près de Concoret, dont le tronc creux aurait servi de refuge à l'hérétique et à ses disciples. Non loin de là se trouve le hameau de Larue-Éan, dont le nom conserve une trace directe de sa présence. Plus loin, dans son pays natal, des lieux-dits comme la Fontaine-Éon ou la Belle Étoile à Loudéac rappellent également son origine. Au terme de cette vidéo, la figure d'Éon de l'Étoile se révèle dans toute sa complexité, bien au-delà de la caricature du sorcier de Brocéliande. Il fut d'abord et avant tout un produit de son temps. Un homme dans la révolte mystique, est né des tensions violentes de la réforme grégorienne, de la misère des campagnes et des angoisses apocalyptiques d'une société en crise. Leader charismatique d'une véritable jacquerie mystique, il a su incarner les espoirs de salut et de justice d'un peuple de déshérités. Son histoire est également celle d'une figure façonnée et déformée par le regard de ses vainqueurs, d'une victime de la propagande des chroniqueurs. Son parcours, de l'histoire à la légende, demeure un témoignage puissant des drames et des espérances qui ont agité le cœur du Moyen-Âge. C'est la fin de notre enquête sur les traces du fascinant et complexe Éon de l'Étoile. J'espère que ce voyage au cœur du Moyen-Âge et de ses mystères vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça aide énormément. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce personnage. Simple fou, dangereux hérétique ou véritable messie pour les opprimés? J'ai vraiment hâte de lire toutes vos théories. Pour ne rater aucune de mes prochaines explorations dans les brumes de l'histoire, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications. Et bien sûr, si vous pensez que cette histoire mérite d'être connue, n'hésitez pas à la partager avec vos amis les plus curieux. Merci encore pour votre soutien et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure.